retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est un format un petit peu différent mais que j'avais envie de faire puisqu'on va parler de l'actualité autour des livres de Sarah J. Maas. Crescent City, ACOTAR, Keleana. La vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, il n'y a pas de spoiler, c'est des informations, etc. Pour ceux qui n'auraient pas encore lu Crescent City, tome 2 ou le dernier tome, le tome 5 sur Nesta. La deuxième partie sera avec spoiler, avec des théories qu'on peut trouver sur internet ou que moi-même j'ai. Car en fait, Sarah J. Maas a donné en 2022, à l'occasion de la sortie de Crescent City 2, deux interviews, une sans spoiler, une avec spoiler, et vers la fin de l'année, elle a redonné des interviews, une ou deux. Donc à chaque fois, on a eu des informations sur les univers, sur la suite. Dans la première partie, sans spoiler, ce qu'on peut dire, donc, c'est que le prochain livre à sortir n'est pas ACOTAR tome 6, comme on peut le voir sur certains sites ou certains fans qui vous disent le tome 6 sortira en 2023. Non, Sarah J. Maas a bien dit lors de ses interviews que le prochain tome à sortir est Crescent City 3. Il y a une raison à ça que je ne peux pas donner dans cette partie de vidéo. Elle a aussi donné lors d'une de ses deux interviews en avril 2022, approximativement quand elle pensait que ce tome 3 sortira. Et elle a bien dit, l'interview date d'avril 2022, 18 mois si tout va bien, ça peut être un petit peu plus. Donc vous faites le calcul, avril 2022 plus 12 mois, avril 2023 plus 6 mois, ça fait vers octobre, donc 2023. Avant là, je pense que ce sera pas vraiment possible et peut-être comme elle a dit un petit peu après, mais on l'aura peut-être pour cette fin 2023. On va croiser les doigts parce que personnellement, moi qui l'ai lu fin mars, début avril avec Amélie, je peux vous dire que ça nous paraît extrêmement long depuis le moment où elle a donné cette interview. Vu la fin, on était comme ça. Ensuite, lors de cette interview, elle a aussi bien expliqué que pour elle, je crois que c'est dans celle de fin d'année, pour elle, le tome 3.5 d'ACOTAR, que tout le monde dit c'est le tome 3.5, c'est un petit tome qui se passe pendant la période des fêtes de Noël dans le royaume de Prythian, plus précisément à Velaris. Pour elle, c'est pas un tome 3.5. Tout le monde dit le tome 3.5 et le tome 4 sur Nesta. Pour elle, non, c'est un tome 4, plus petit, certes, mais c'est un tome 4. Et le tome 5 est sur Nesta. Nous attendons donc le tome 6. Alors, dans les dernières interviews, je crois qu'elle n'en a pas vraiment reparlé, mais quand le tome sur Nesta était sorti, en tout cas à l'époque, elle disait bien qu'il y a un tome 6 et 7 qui sont encore prévus. Hein, il y a encore 2 tomes dans la saga d'ACOTAR. Ils porteront chacun sur des personnages différents, mais elle n'a pas précisé encore, même en 2022, de mémoire, elle n'a toujours pas précisé sur quel personnage ce sera. Alors les théories vont bon train, c'est pas des spoilers, hein, mais c'est des théories. Comme quoi ce sera un des tomes sur Hélène, Lucienne, un autre tome sur Azriel. Moi je vois plutôt personnellement un tome sur Hélène, Lucienne, Azriel avec Gwyn aussi dans le Barda et peut-être aussi Vassa d'ailleurs avec Jourian. Et le dernier tome, enfin l'ordre ça je ne sais pas, mais un des 2 tomes sur eux et moi je vois l'autre tome en fait sur Mort. Parce que Mort, elle a encore beaucoup de choses à nous dire, hein. Comme on se rappelle dans le tome 3, elle nous révèle quelque chose d'important, enfin elle le révèle à Feyre, seule Feyre le sait. Donc Mort, et ceux qui ont lu le tome 5 sur Nesta savent que Eris a son caractère, mais à la fin du tome, Cassian lui fait comprendre qu'en fait Eris est parfois très con, hein, mais Eris a peut-être fait certaines choses, y compris d'abandonner Mort dans la situation qui l'a abandonné, pour lui éviter un moindre mal. En l'occurrence, le moindre mal, c'est son père, Beorn, le roi d'Automne, qui est vraiment cinglé. Hein. Pour rappel, dans le tome 1, on nous apprend que le père de Lucienne, qui est Beorn, le grand seigneur de la cour de l'Automne, a tué la compagne de Lucien. Donc Cassian, là, il a commencé à réfléchir, maintenant qu'il doit parfois discuter avec Eris. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a un sous-entendu comme quoi Eris n'est pas certes très bon, mais qu'en fait, il cache peut-être certaines façades de sa personnalité. Et ils ont parlé tout d'un coup de Mort, et Eris a bien dit qu'il n'y avait qu'avec une seule personne qui parlera de ce qui s'est passé dans le passé, quand elle sera prête à en parler, ce sera avec Mort. Donc pour moi, il y aura vraiment un tome sur Mort, d'autant plus que dans le 3.5, on a 1 ou 2 petits chapitres
de mort et on sent bien qu'elle cache des choses. Quand elle est là à cheval, je crois qu'elle est à cheval, dans les forêts et tout, on sent qu'elle cache quelque chose. Et Rhys donc veut mettre peut-être un jour les points sur les i avec elle. Et on a dans l'équation, pour ceux qui ont lu le tome 5 de Nesta, on a Emery qui rentre en jeu. Voilà, c'est une phrase subtile, je ne veux pas trop en dire si vous ne l'avez pas lu, mais on a Emery. Donc moi je pense vraiment qu'on aura un tome avec le micmac entre Azriel, Hélène, Lucien, Gwyn, Vassa et compagnie, et un autre tome sur Mor, Rhys et Emery. C'est ce que je pense, avec bien sûr le fil rouge qu'on a commencé dans le tome 5 sur Nesta, hein, avec Cochet et puis une pseudo-guerre possible. Voilà, mais j'y reviendrai un petit peu après à ça. Ensuite, qu'est-ce que Sarah J. Maas nous dit encore? Donc oui, elle nous a confirmé il y a encore 2 tomes dans la saga Cotard. Crescent City sera vraiment une trilogie. Mais elle a bien dit en interview qu'elle avait encore plein d'autres idées pour faire des tomes spin-off à Crescent City. C'est-à-dire que la saga Crescent City sera axée sur Bryce et Hunt et leur histoire. Mais après, il y a tellement d'autres personnages qui sont développés dans l'univers que Sarah J. Maas est totalement ouverte et pense vraiment faire des tomes compagnons comme elle est en train de faire actuellement, donc avec ACOTAR. On a la trilogie de base, on a eu un tome de transition le 4, puisque Sarah J. Maas préfère qu'on l'appelle le 4, et on a eu le tome 5 sur Nesta, et on a encore 2 autres tomes qui seront axés, comme on le sait, sur d'autres personnages. Ce sera le même principe, donc avec Crescent City. Elle a aussi parlé, et ça c'est dans l'interview du mois de novembre, à peu près, il me semble que c'était au mois de novembre, que l'univers de Keleana en français, Throne of Glass en VO, qui est terminé en anglais depuis plusieurs années, lui manque, et les personnages aussi, et elle ne serait pas contre le fait, elle y songe de plus en plus à revenir dans cet univers-là, avec ses personnages secondaires, même pas forcément secondaires, hein, mais c'est-à-dire que oui, on a suivi les aventures de Keleana, d'assez près celles de Dorian et Shaol, mais au fur et à mesure des tomes, il y a beaucoup de personnages, franchement il y en a plus d'une dizaine dans le dernier tome. Après, je ne vous dirai pas s'il y en a qui meurent ou pas, hein. Forcément, il y en aura certainement, vous vous doutez, mais il en reste encore beaucoup. Et c'est vrai que Sarah J. Maas, comme elle nous disait en interview, elle a des idées pour tous ces personnages qui restent, qui sont, que ce soit des sorciers, que ce soit des humains, des fae. Il y a Terrasun, il y a l'autre royaume que vous allez découvrir dans le tome 6, où Shaol a été avec Nasrin. Bref, il y a de quoi faire. Donc là aussi, bonne nouvelle, possiblement dans le futur, il y aura des suites à Keleana, certainement donc aussi des tomes compagnons, hein. Ce ne sera pas une nouvelle saga. Il me semble qu'elle a vraiment dit que ce serait peut-être aussi des tomes compagnons. Elle a aussi annoncé lors de ses interviews, dans celle du mois d'avril avec spoiler, mais c'était pas un spoiler, qu'à l'heure actuelle, enfin quand elle a fait cette interview, bon, elle venait d'accoucher d'un petit bébé quelques semaines avant la sortie de Crescent City 2, elle avait 2 mois de congé parental à ce moment-là. Juste avant son congé parental, elle a donné le premier brouillon à sa maison d'édition pour qu'il le lise tranquillement pendant ces 2 mois de repos. Et au mois de juin 2022, il devait donc lui donner une première réponse concernant ce premier jet. Pour ce premier jet, elle nous a déjà annoncé, c'est pas un spoiler, que ce serait le plus gros livre qu'elle a jamais sorti dans ses univers. Il y a une logique, parce qu'on suit à nouveau énormément de personnages, c'est son truc, hein. Plus les sagas avancent, les tomes, plus il y a des personnages. C'est vrai que dans le tome 2 de Crescent City, on avait 5 ou 6 points de vue différents, au moins. Et du coup, pour ceux qui ont lu Crescent City 2, ils sauront de quoi je parle, sinon je vais rester très vague, puisqu'on est dans la partie sans spoiler. Mais à la fin de Crescent City, vous avez plusieurs groupes en fait. Il y a des personnages qui sont en solo dans leur coin, il y a des personnages qui sont en groupe et qui sont vraiment dans une position délicate, pour ne pas dire dans la mouise. Il y a d'autres personnages qui sont dans un autre coin. Enfin, ils découvrent un endroit qu'ils ne connaissent pas du tout, des personnages qu'ils ne connaissent pas du tout dans la dernière page du livre. Donc forcément, tout ce petit monde divisé, on se doute qu'il va y avoir une guerre dans le dernier tome, avec qui, comme on est dans la partie non spoiler, je ne vous le dirai pas, mais forcément, il va falloir que tout ce petit monde apprenne à se connaître ceux qui ne se connaissent pas, qui se sortent du pétrin pour les autres, d'autres qui évoluent. Voilà, je reste vague, mais forcément, ça va prendre du temps. Et s'il y a encore une bataille encore derrière, comme on s'en doute, c'est forcément que le livre va être très gros. Elle a aussi dit, c'est pas vraiment un spoiler, moi je le considère pas comme un spoiler, parce que le sort de Run, depuis le premier tome, on sait qu'il y a
les oracles, hein, et Ron, il a eu un oracle qui lui a dit, entre guillemets, son avenir, mais on sait que les oracles, c'est très flou. Si vous avez lu le tome, vous savez de quoi je parle, sinon, bah, ça reste vague. Mais elle nous a juste dit qu'actuellement, dans le premier jet, elle a prévu un événement pour Ron, qu'elle ne sait même pas si la maison d'édition va accepter, parce qu'elle a poussé très loin. Elle n'avait jamais poussé aussi loin dans ses sagas, parce qu'il faut savoir que son éditeur, c'est Bloomsbury, et entre autres, et ils ont tout édité hein, en anglais, c'est que ce soit Kotar, Keleana ou Crescent City. Donc quand elle nous dit que Ron, il y a un truc qu'elle va lui faire, qu'elle n'est même pas sûre que la maison d'édition accepte parce qu'elle n'a jamais fait ça dans ses livres, qu'elle n'a jamais poussé aussi loin, c'est vrai qu'on peut avoir peur pour Ron. Je pense pas qu'elle le tue, hein, c'est pas un spoiler, moi je pense pas, mais en tout cas, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et franchement, avec Amélie, quand on a lu après le tome 5 de Keleana en VO, et puis le tome 7, il se passe des choses pour Keleana à la fin du tome 5 et dans le tome 7, parce que je rappelle que le tome 6 qui va sortir n'est pas sur Keleana, Manon, Dorian, c'est sur Shaol et Nasrin, avec des nouveaux personnages qui entrent en jeu. On est sur un autre continent. Vous ne saurez pas ce qui arrive à Keleana à la fin du tome, au début du tome 6. Non, non, non. Vous serez très frustrés. Donc oui, vis-à-vis de cet événement à la fin du tome 5 et tout ce qui se passe dans le tome 7, elle a déjà fait très fort. Hein. On avait de la peine pour Keleana. On souffrait avec elle, donc on était là, mais qu'est-ce qu'il nous réserve pour Ron? Qu'est-ce qu'elle va nous faire pire que ce qu'elle a fait à Keleana? Voilà, ça, c'était un peu les parties sans spoiler. Maintenant, on va spoiler à Kotar tome 5, donc le tome sur Nesta, un petit peu. On va les suites potentielles, et Crescent City 2, la fin de Crescent City 2, le 3, et un petit peu Keleana. Bon, Keleana, c'est vraiment light, hein, c'est-à-dire, ouais, mais oh. Si vous avez lu jusqu'au tome 5, vous avez de toute façon des bases, et même jusqu'au tome 4, vous avez certaines bases déjà établies, et Keleana est en second plan, en fait, c'est vraiment plutôt les deux autres sagas. Alors, voilà, on commence les spoilers, donc, comme vous le savez, si vous avez lu Crescent City 2, les trois univers de Sarah J. Maas sont en fait un multiverse. Ça m'a fait beaucoup rire dans l'interview parce qu'elles en ont parlé avec la dame dans l'interview du mois d'avril. Et Sarah J. Maas, quand l'idée du multiverse lui est venue, c'est il y a pratiquement 10 ans en arrière. Faut le savoir, elle l'a dit dans l'interview, ça fait pratiquement 10 ans qu'elle y a pensé, ou même plus. Et du coup, ça l'a fait beaucoup rire quand le premier film, Avengers, a été annoncé avec ce regroupement d'héros qui sont chacun dans leur univers, enfin dans leur univers, non mais vous voyez ce que je veux dire, dans leur petit coin de planète, puis qui finalement se réunissent dans le premier Avengers. Puis je pense qu'elle faisait aussi référence au dernier, à Endgame, hein, où ils sont allés dans le multiverse. Donc ça l'a fait sourire parce que bah, c'est l'idée qu'elle avait aussi depuis très longtemps, de faire un multiverse et un jour, ouf, tout le monde se connecte et se retrouve. On découvre ça donc à la fin de Crescent City 2, grâce ou à cause des astéries, des horreurs qu'ils sont. Hein, pour rappel, les astéries sont en fait un peuple d'extraterrestres, il n'y a pas d'autre nom. C'est pour ça que quand je disais qu'il y a quelques mois qu'il y a une touche de SF dans Crescent City 2, c'était pour le côté les robots hyper modernes là, de l'armée, que ce soit les astéries, l'armée des astéries comme l'armée des rebelles. Ils ont des espèces de robots. Moi, les robots, je les situe un petit peu parce qu'il y a des gugus à l'intérieur. Je vois ça un petit peu comme dans Avatar 1, vous voyez, les super gros robots avec les êtres humains qui sautent dedans. Moi, je pense que c'est un peu dans ce principe-là. Donc, on a des robots, on a des sous-marins militaires, dont la reine, une des reines sirènes, qui a un sous-marin. J'arrive même pas à le visualiser parce que ça a l'air d'être littéralement une ville sous-marine qui se déplace et qui est invisible. Et bien sûr, on a les astéries en eux-mêmes qui sont des voyageurs de l'espace. Donc, on est sur de la SF. Ah oui, et puis j'oublie l'astronome, le machin, super glauque, qui est illégal, que Bryce va voir avec Chiaron et Ethan, qui est où il y a trois créatures magiques qui sont baignées dans un liquide avec des tubes qui les nourrissent et tout ça. Déjà, ça fait très SF. Et puis, il y a la carte du ciel. Et puis, mentalement, comme ils sont magiques, là, ils voyagent d'un monde à l'autre, justement. Ça fait très SF. Hein. Mais voilà, du coup, les astéries sont des extraterrestres. Comme Régulus explique bien à Bryce,
Ils envahissent des mondes, et comme elle a vu sur la carte avant qu'il arrive, ils envahissent des mondes depuis des millénaires, des millénaires. Déjà, ils sont sur Crescent City, donc Midgard, le nom de la planète, depuis 15 000 ans, faut quand même se le dire. Et depuis 15 000 ans, ils n'ont pas pu bouger. Et avant ça, ils ont envahi plein de mondes. On découvre entre autres qu'ils ont envahi le monde de l'enfer. Hein, et on découvre que l'enfer a vite compris que c'était des parasites, littéralement, et qu'ils leur ont botté les fesses et les ont fait partir de leur royaume. Hein. On a donc découvert qu'en fait, c'est pas après Midgard et les êtres humains que les princes de l'enfer en ont avec leurs démons. Il y a eu un petit couac dans le tome 1, c'est vrai, parce que la porte s'est ouverte par Mégarde, à cause de Miché, et que les démons étaient pas sous surveillance à ce moment-là. Mais les princes de l'enfer, c'est des alliés de Midgard. Les princes de l'enfer sont les ennemis des Astéries parce qu'ils savent quel parasite c'est en fait. Mais il n'y a pas que, il y a plein de mondes qu'ils ont visités. Ils ont décimé des mondes où littéralement, comme Bryce a pu lire, ils se sont nourris de la magie des êtres magiques. Les êtres humains, on sert à rien. Pour eux, on sert à rien. Les êtres magiques, que ce soit les adultes, les vieux et les enfants, ils ont décimé ces mondes et quand il n'y a plus de magie, c'est-à-dire quand il n'y a plus de créatures magiques, ils en sont partis. Bon, il n'y a plus d'intérêt. Quelques mondes ont réussi à les vaincre, comme les princes de l'enfer, mais ils sont rares. D'autres mondes n'en valaient pas la peine parce que c'était pas fiable, ou d'autres mondes, on s'était déjà presque autodétruit. Je suis sûre, à un moment donné, il y a un monde ou deux, ça correspond un petit peu à nous. Cette planète, elle n'en vaut pas le coup, ils sont déjà en train de s'autodétruire, la pollution de leur planète est immonde, ils se font péter la tronche avec des bombes, c'est clairement sous-entendu. Là, moi, j'étais là, je suis sûre, à quelque part, que là, elle nous met, nous, dans cet univers, vous voyez, genre, ouais, la Terre. Mais, du coup, les Astéries ont voyagé depuis très longtemps, tellement longtemps qu'ils ne se rappellent même pas quel peuple ils sont à la base. Ils ont oublié. Ils sont 7, 8, je ne sais plus. Bon, il y en a un qui a été détruit par un des princes de l'enfer, hein, il y a 15 000 ans en arrière. Mais voilà, ils sont 6 ou 7 maintenant. Mais ils ne se rappellent plus depuis, même il y a 15 000 ans, ils ne se rappellent plus d'où ils venaient. Tellement ils ont voyagé depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a une théorie qui circule sur Internet, qui peut être assez juste, c'est que certains modes de fonctionnement des Astéries, le fait qu'ils aspirent l'âme des gens, l'âme magique des gens, c'est-à-dire ils aspirent la magie des gens, hein, c'est ça, grosso modo, quand vous faites le saut, quand une créature magique fait le saut pour devenir immortelle, enfin, une très grande vie, elle donne une partie de son énergie magique pour Midgard, pour nourrir l'électricité et tout ça. Et en fait, Bryce découvre que ça, c'est une petite partie. La plus grosse partie va pour nourrir les Astéries, puisqu'ils mangent littéralement notre magie, enfin la magie des créatures. Et pareil, ils ont découvert dans le tome 2 hein, que lorsque on meurt, 500, 600 ans, 1000 ans plus tard, quand plus personne de ta famille et de tes amis se rappelle de toi parce que ils sont tous morts aussi, l'âme qui était alors en paix dans un faux paradis est alors aspirée par la porte. Les portes des oh je sais plus, de la maison d'os, là, des endroits où vont les morts, eh bien en fait c'est aspiré par la porte de cet endroit, ça nourrit une partie de l'infraroi, ils sont nourris un petit peu, et l'autre partie, donc votre âme, hein, et le restant de votre magie, va nourrir les Astéries. Donc vous n'allez pas au paradis, si vous y allez genre 1000 ans, 2000 ans, comme je vous dis, mais au bout d'un moment, vous vous faites bouffer votre âme restant, vous n'êtes pas en paix. Et c'est vrai que ce procédé, et la force des Astéries, peut un petit peu rappeler dans le fond les Vlag dans Keleana. Donc c'est une des théories, c'est qu'en fait les Astéries seraient des Vlag. Mais ces Vlag-là auraient décidé de voyager dans le multivers, dans l'univers, et auraient du coup tout simplement évolué différemment des Vlag, les Vlag prennent possession d'un corps, enfin pour ce qui est des princes, ouais, mais même pas que les princes, et qui se nourrissent aussi, hein, ils ont cet étrange aura noire, enfin ils aspirent l'âme des créatures magiques aussi de toute façon. Est-ce que ce serait pas, oui, une scission à un moment donné entre les voyageurs et ils ont évolué différemment et les vrais Vlag qui sont restés dans leur monde, qui cherchent à envahir des mondes mais par d'autres moyens, qui n'est pas le même du coup que les Astéries. Et forcément, puisque les Astéries sont bloqués maintenant depuis plus de 15 000 ans en plus, eh ben, ils ne peuvent pas savoir que leur peuple est toujours là. Et déjà à l'époque, ils ne s'en rappelaient pas. Donc, vis-à-vis des Astéries, toujours. On nous dit bien,
dans le tome 2 de Crescent City, Régulus nous explique bien qu'ils ont voyagé très longtemps et tout ça, et à un moment donné, ils ont envahi un monde. Je fais les précisions aussi au cas où, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on ne comprend pas forcément tout à la première lecture, hein, toutes les subtilités. C'est ce que je dis, il faudrait avoir lu tout Keana et tout, surtout ACOTAR, en lisant d'abord le tome 4, donc on dit 3.5 en français, puis d'ACOTAR, puis le tome 1 de Crescent City, puis le tome 5, qui est pour certains le tome 4, donc le tome sur Nesta dans ACOTAR, et le tome 2 de Crescent City. C'est pas pour rien qu'elle les a sortis dans cet ordre-là, parce qu'il y a des événements de toute façon dans chacun de ces tomes qui se connectent les uns aux autres. On y reviendra. Mais le fait est que Régulus dit bien que quand ils ont envahi des mondes, à un moment donné, ils ont envahi un monde où ils sont devenus les chefs pendant un certain nombre d'années millénaires de cette planète avec des créatures magiques. Et à un moment donné, les créatures magiques se sont rebellées. Et ils ont pris possession de ce monde et les Astéries ont été forcés de fuir avec leur moyen de transport d'un monde à l'autre, qui est, comme on a découvert, hein, le corps de Luna, qui n'appartient donc pas aux Fae, mais bien aux Astéries. C'est une création des Astéries que Théa a volée aux Astéries et que Théa a volontairement détruite pour qu'ils ne puissent plus voyager. Mais en attendant, ça c'est bien plus tard que ça se produit, les Astéries sont partis de ce monde parce qu'ils se sont fait chasser de ce monde. Et ça, il le dit bien, Régulus. Et ils sont revenus des siècles plus tard. Et ce peuple de créatures avait oublié ces personnages-là, ces créatures, ces anciens maîtres, du coup, qu'ils étaient. Et ils les ont accueillis, ils sont devenus alliés. Et les Astéries leur ont proposé, nous avons une nouvelle terre très grande où il n'y avait que des... Je ne sais même pas s'il y avait des êtres humains. Je crois qu'on y était, nous, les êtres humains, mais il n'y avait pas de créatures magiques. Ça, c'est sûr. Sur Midgard, il n'y avait pas de créatures magiques avant que les Astéries n'en ramènent deux mondes différents. Si ce n'est pas plus, d'ailleurs. Et ben, les Fae ont dit oui. C'est les Fae de Prythian. Et alors là, je vous dis de retourner sur le tome 4, du coup, le tome sur Nesta, à moins que ce soit dans le 3 déjà. Mais Richand et Amren nous parlent bien que dans le passé très lointain de plus de genre 20 000 ans, hein, il nous parle bien du fait que les Fae et les humains étaient esclaves de personnages qu'ils considéraient comme des dieux, mais qu'ils les ont chassés. Et ces peuples-là, c'était des très méchants, etc., c'était les Dagans. Et très clairement, quand on en parle avec Amélie et d'autres fans, c'est une évidence, vu comment c'est tourné avec Régulus, que les Dagans est égal Astérie. Mais ils sont revenus des siècles plus tard, comme je vous ai dit, en amis. Les Fae sont tombés dans le panneau, ils sont allés une partie à Midgard. Moi, je pense que les Fae qui sont allés à Midgard, c'est peut-être la cour qui manque actuellement à Prythian. Je ne sais plus laquelle c'est. Il y a une cour qui manque depuis plus de 15 000 ans. Ils ont tous été décimés. Je pense que c'est parce qu'en fait, cette cour est partie pour Midgard. Après, d'autres Fae de Prythian, des autres cours sont partis. Clairement, la cour de la nuit, il y en a qui sont partis parce que Ron. Et clairement, la cour de l'automne, il y en a qui sont partis parce que la cour de l'automne de Midgard, avec le roi, le père de Bryce, je crois qu'on ne dit qu'une fois son prénom, on l'appelle le roi de la cour de l'automne. Hein. Clairement, il fait partie pour moi aussi de la famille de Beorn, hein, cousin, tout ce qu'on veut, mais forcément, il y a trop de similitudes. Donc, moi, je pense que les Fae disparus, enfin, vraiment, la cour disparue, c'est parce qu'elle est complètement partie tout entière à Midgard. À ce moment-là, on sait que Théa a commencé à avoir des doutes. Son frère, lui, parce que je crois que c'est le frère de Théa, lui était allié des Astéries et il les croyait. Du coup, Théa est entrée en guerre avec son propre frère et les Astéries, puisqu'on sait qu'à un moment donné, Théa et son frère se sont battus. On sait, Régulus nous l'a dit, que Théa a détruit le corps de Luna, mais on avait ces informations bien avant. Et c'est là qu'on voit que Sarah J. Maas a tout pensé et que pour moi, c'est une reine, une queen. Remontez dans ACOTAR, tome 3. Remontez au chapitre où Feyre et Cassian vont voir The Bone Carved. Je ne sais plus comment on le dit en français. Vous savez, celui qui est enfermé dans la prison où il y a les hauts criminels, vraiment, des créatures très puissantes, très maléfiques et tout ça. Celui qui est passionné par la mort parce qu'il ne peut pas mourir, parce qu'il est immortel. Qu'on rencontre dès le tome 2, quand Rich et Feyre vont vers lui. Dans le tome 3,
Feyre retourne avec Cassian parce qu'elle veut lui demander une alliance. S'ils arrivent à lever le fait qu'il est en prison, comme Amren, elle a pu s'échapper, s'il arrive à s'échapper avec le raid, est-ce qu'il deviendra leur allié contre le roi d'Hiberne? Et déjà, avant de se mettre à parler avec The Born Carved, déjà, Feyre nous dit que ce serait un puissant allié dans la guerre, parce que sur un champ de bataille, il n'aura qu'à ouvrir la bouche et il va aspirer des centaines d'âmes de la légion d'Hiberne en quelques secondes. Déjà, là, moi, ça m'a tout de suite fait tilt. Et c'est vrai que là, ça fait tilt pour les deux. Ça fait tilt pour les Astéries qui mangent les âmes, justement, et ça fait tilt pour les Vlag qui faisaient pareil avec les Fae, hein, quand Rowan et Keleana étaient dans cet autre royaume qui avait des crimes. Les Fae sont retrouvés morts, leur magie a été aspirée, c'est parce que c'était les Vlag. Donc là, je me suis dit, j'ai contacté Amélie, je lui ai envoyé la page, je lui ai dit, regarde, je suis en train de relire en anglais. À Cotard, elle me dit, oh, t'as peut-être une piste, parce que ça ressemble en effet aux Astéries et aux Vlag. Je continue. Et là, on a notre cher The Born Carved qui nous décrit une histoire. Et devinez quelle histoire il décrit? Eh bien, il décrit tout simplement l'histoire des Astéries. Il explique qu'il s'est fait enfermer volontairement, lui, dans cette prison, parce qu'il ne voulait pas se mêler au conflit, parce qu'il était un allié d'une certaine princesse Théa, princesse ou reine Théa. Une Théa. D'ailleurs, la manière dont il en parle, on sous-entend clairement, enfin, The Born Carved sous-entend qu'il avait des sentiments pour cette Théa. Étrangement, une Théa, hein, la reine Fae, la princesse Fae, qui a vaincu les Astéries en détruisant le corps de Luna, en leur empêchant d'aller d'un monde à l'autre, comme par hasard. Princesse Théa, d'ailleurs, qui est aussi très appréciée par le prince Aidas de l'enfer, hein, un des princes de l'enfer. Étrangement, Théa est la descendante, est l'ancêtre de Bryce, et comme Bryce, tout le monde semblait être amoureux de Théa, comme tout le monde est amoureux de Bryce. C'est pas un hasard, hein, je pense. Mais voilà, du coup, oui, The Born Carved nous a décrit qu'il s'est fait enfermer volontairement, comme ça, parce qu'il trahissait, à quelque part, en ne se mêlant pas au conflit, les siens. Il a bien dit que son espèce venait d'un autre monde, qu'ils envahissaient des mondes grâce à des artefacts, etc. Et que Théa a découvert qu'ils étaient, pour la plupart, pas bons, quoi, qu'ils leur voulaient du mal, et elle est entrée en guerre dans Prythian et dans Crescent City, mais d'abord dans Prythian, et elle a fait enfermer avec ses alliés, devinez qui? The Veiver, la jumelle de The Born Carved, qui est la tisserande en français, qu'on rencontre dans le tome 2, et le troisième, Koschei, qui est toujours vivant et qui prend de l'ampleur dans le tome sur Nesta. Il est pour l'instant toujours emprisonné au bord de son lac, et ces trois sont frères et sœurs. The Born Carved et la tisserande sont jumeaux. Koschei est un frère. The Born Carved ne nous a pas précisé si c'est son frère aîné ou petit frère, mais ils sont de la même famille. Ils viennent de la même race. Et après, quand il nous parle de Théa, qui a fait enfermer la tisserande, qui a fait enfermer Koschei, qui a brisé l'artefact qui permettait à son peuple d'aller d'un monde à l'autre, et qu'elle a, par la même occasion, à ce moment-là, disparu. En même temps que, du coup, le restant du peuple de The Born Carved qui ne pouvait plus voyager. Ça vous rappelle quelque chose? Régulus, les Astéries, Théa, l'ancêtre de Bryce. Depuis le tome 2, on avait ça sous les yeux. Et depuis le tome 2, ça veut dire qu'on a des Astéries dans Akotar. Quand on voit le mal qu'ils font dans Crescent City, alors bon, The Born Carved est un cas à part. Comme il a dit, il s'est fait enfermer volontairement parce qu'il voulait être en dehors du conflit. Il est pépouze dans sa prison. En fait, il est heureux là-dedans, à l'époque. Hein. La tisserande et Koschei, c'est pas pareil. Mais du coup, bah moi, quand j'ai découvert ça, j'ai envoyé à Amélie, elle a dit, oh mon Dieu, bah oui, quand on lit, ça correspond tout. Donc, on a des Astéries depuis déjà longtemps. Et si ça se trouve, si les Vlag sont des cousins ou des ancêtres, vous voyez ce que je veux dire, de plus de 20 000 ans au moins, eh ben, ça veut dire qu'on a des Astéries tout le long des sagas de Sarah J. Maas. Et du coup, eh bien, vis-à-vis de ça, c'est vrai que je m'inquiète, hein, parce que ben, on a Koschei qui est toujours vivant et qui est présent dans l'univers d'Akotar. Hein. Dans le tome 5, il prend de l'ampleur. Il a manipulé la reine humaine, là, qui a été transformée en vieille bique par le chaudron. Donc, comme par hasard. Hein. Donc, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'en plus, j'ai un petit peu peur que dans le tome 3 d'Akotar, de Crescent City, à un moment donné, peut-être pendant la bataille finale, un des Astéries va peut-être réussir à s'enfuir. Moi, c'est ce que je pense. Et qu'il va réussir à passer dans le monde de Prythian et d'aller libérer Koschei.
peut-être que du coup les deux Astéries resteront ensemble et seront la menace du prochain tome, ou du dernier tome d'Akotar, donc le tome 7 ou le 6. Ou alors, bon, bah, l'autre Astérie va être tué entre deux, je sais rien, ou il va s'en aller, mais que par contre Koshai va vouloir rester. Moi je pense que Koshai va vouloir rester de toute façon, c'est une certitude, on va avoir Koshai. Mais moi je pense que peut-être Koshai va être libéré par un Astérie de Midgard. Mais de manière subtile, sans avoir lu Crescent City, ça pourrait être amené dans une discussion lors du tome suivant d'Akotar. Juste Rishon dit un être comme lui l'a libéré, vous voyez. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu Crescent City pour comprendre la référence. Vous vous dites juste, oui, ben, un envahisseur de monde qui a trouvé leur monde. Voilà. Mais moi, j'ai cette peur, ouais. Ensuite, toujours pour la bataille finale, moi je pense qu'il va y avoir une bataille finale. Je pense qu'elle va se passer sur Midgard parce qu'on est quand même dans l'univers de Crescent City. Donc je ne pense pas qu'il y aura de bataille sur Prythian, même si j'ai des doutes quand même sur le fait qu'il pourrait quand même arriver à passer. Parce qu'on sait qu'il y a quand même des passages. La preuve, c'est que l'enfer arrive à envoyer des fois un ou deux démons dans Midgard, hein, dans un endroit précis. Là. À un moment donné, ils en parlent dans le tome 2 et je ne sais pas si... Enfin, Hunt y est déjà allé d'ailleurs dans cet endroit. Donc il y a une brèche, mais c'est une microscopique brèche. Mais je ne sais pas si à un moment donné, les Astéries ne vont pas trouver une brèche pour aller à Prythian. Je pense quand même que la bataille finale aura lieu sur Crescent City. Mais je pense qu'il y aura des alliés. Très franchement, je pense qu'on va avoir des alliés de Prythian et du monde de Keleana. Terrasen, ça c'est vraiment le royaume de Keleana, mais je ne sais plus comment s'appelle le monde en lui-même. Vous voyez, mais je pense que clairement, Sarah J. Maas, en interview, n'a pas dit clairement « Oui, vous allez voir Keleana dans le tome 3 de Crescent City ». Mais elle a quand même fait des sous-entendus avec un petit sourire vis-à-vis de Keleana et de son univers qui laisse sous-entendre que Bryce va aller chercher de l'aide aussi là-bas ou alors au minimum des informations. Parce que de toute façon, c'est dit clairement. Hein, Régulus, il dit bien « Les failles de la cour de l'automne », donc Bryce, Run, etc., qui sont ceux qui sont à Crescent City et dans les environs, sont les Fae, et puis les autres Fae sont les Fae de Prythian. Et les autres Fae qui sont en fait du coup, comme on découvre, les métamorphes, que ce soit les loups-garous, les autres métamorphes, les sirènes, c'est tout des Fae. Des Fae qui se transformaient avant d'humain en animal. Ça vous rappelle quelque chose? Les Fae de Terrasen et de l'autre royaume où Maëv était reine. Hein. Et oui, donc tous les Fae de ces deux univers ont été amenés sur Midgard pour être élevés, comme dit Bryce, comme des moutons. Hein. Enfin, il ne dit pas comme des moutons, mais c'est ce que ça veut dire. Hein. On est élevés comme des bêtes. Toutes les créatures magiques sont élevées comme des bêtes. Ils leur ont enlevé certaines caractéristiques, comme les oreilles pointues pour les sirènes, les métamorphes. Ils leur ont fait oublier au fil des siècles qu'ils étaient des Fae. Ils les ont rendus ennemis les uns les autres avec les elfes, avec les Fae de Midgard, ceux qui sont vraiment restés en Fae avec les oreilles pointues, pour pas que les peuples s'allient. Parce que justement, si les peuples s'allient, toutes ces différentes créatures contre les Astéries, il y aurait des chances qu'ils perdent. Moi, du coup, je pense vraiment, si Sarah J. Maas nous a quand même évoqué Keleana, c'est qu'elle va avoir une importance. Qu'on va la rencontrer au minimum ou qu'elle va venir aider. Avec qui? Moi, je pense que Manon viendrait. Parce que clairement, je pense que les sorcières, du coup, de Midgard sont les sorcières de Keleana, puisqu'on n'en a pas dans Akotar à proprement parler. Et elles ont les mêmes manières de fonctionner. Hein. Elles vont sur des balais, comme les crotte-champs vont sur des balais. Donc, voilà, ça me paraît évident. Les sorcières de Keleana sont les sorcières de Midgard, de Crescent City. Mais du coup, et puis peut-être même Dorian qui viendrait aider, puisque Dorian est super fort. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, pas spoiler Keleana tome 7, mais Dorian est très fort. Mais moi, je pense qu'en tout cas, Keleana va venir avec une partie de sa cour, pas tous, hein, bien sûr, mais avec une partie de sa cour, ils vont venir aider dans ce combat final. Le combat final, moi, je pense qu'on aura les métamorphes. Surtout la reine vipère, certainement. Les métamorphes loups. Moi, je pense que, clairement, si on nous a mis une héritière Fendir, que Ethan trouve dans les derniers chapitres, hein, c'est que, voilà, il va réussir à évincer Sabine et que, du coup, les loups vont être sous le commandement de cette Fendir. Fendir qui sera une alliée de Bryce, clairement, de toute façon, clairement,
le grand-père d'Annika l'a dit, hein, pour lui, Bryce est une louve. Donc je pense qu'elle gouvernera cela. Je pense que certains anges, comme Isaiah, l'ami de Hunt, je pense qu'ils vont aussi aller chercher la pauvre créature là étrange au fond de son trou là. Je pense qu'ils vont aller la chercher là au fond de l'océan, là dans la profondeur. Ils vont aussi aller la chercher. Mais il n'empêche que les Astéries gardent un avantage. Eux-mêmes sont ultra puissants. Il leur suffit presque de claquer des doigts pour tuer 100 personnes à la fois. Et ils ont leur légion d'anges. Donc, il va nous falloir, en plus de ça, des créatures ailées. Donc, je pense qu'en toute logique, nous allons avoir une partie, pas toute, mais une partie des Illyriens avec Richand. Alors là, mon défaut, c'est de savoir qui Richand va amener. Clairement, pour moi, il va laisser Feyre, Nyx et Mor à Prythian pour gouverner au cas où ça se passe mal. Hélène aussi. Pour l'instant, Hélène, elle ne fait pas grand-chose, mais voilà. Rien que Feyre est mort, c'est déjà bien. Mais moi, je ne le vois pas prendre Azriel et Cassian pour aller à Midgard. Mais je le vois aller à Midgard. Et je le vois combattre, de toute façon. Parce que, clairement, il y a de la menace. Clairement, les Astéries veulent retourner sur Prythian pour bouffer l'âme des créatures magiques. Hein. Il le dit clairement. Donc, moi, j'ai du mal à savoir qui Richand prendrait. Pour moi, il laisserait Cassian à Prythian, en tant que général, comme ça, voilà. Et il prendrait Azriel, puisqu'on a découvert que l'épée, la dague d'Azriel est la sœur jumelle de l'épée stellaire de Run, et accessoirement de Bryce, puisqu'elles se sont allumées. Et c'est là qu'on voit que Sarah J. Maas a tout pensé, c'est que cette épée, perdue depuis 15 000 ans, Amren vous en parle dans le tome 5 sur Nesta. Elle dit bien qu'il y avait plusieurs épées magiques. C'est quand Nesta a créé par elle-même des épées. Elle dit bien qu'il y avait des épées magiques, créées grâce au chaudron, entre autres, et que la dague d'Azriel a une sœur jumelle, une vraie épée, perdue depuis des siècles. Et comme par hasard, quand elles sont mises l'une à côté de l'autre, Amren demande à ce que Azriel dépose sa dague à côté de l'épée de Bryce. Elle s'allume, c'est la jumelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Amren qui dit le nom. Bryce, elle n'y comprend rien à ce moment-là. Hein. Pour elle, c'est l'épée stellaire, mais voilà. Mais donc pour moi, eh ben, Richard prendrait Azriel à Midgard parce qu'il est connecté à l'épée stellaire par sa dague. Mais après, en même temps, s'ils se mettent dans le conflit de la guerre, ils auront besoin des Illyriens pour battre les anges. Hein, il n'y aura pas assez de créatures volantes à Midgard. Et ça, c'est le général, c'est Cassian. D'autant plus que hein, c'est clairement aussi bien expliqué. C'est subtil, hein, il faut faire les connexions, mais on comprend clairement que Régulus explique à Bryce qu'ils ont d'abord fait une première version avortée des anges. C'est eux qui ont créé les anges de Midgard. Et les anges qui ont avorté étaient des créatures sanguinaires, etc., etc. Et venaient de ce monde de Fae. Ça vous rappelle quelque chose? Des créatures au caractère sanguinaire qui n'étaient pas à 100% sous la coupe des Astéries parce qu'ils avaient leur caractère, etc. C'est les Illyriens. On ne sait pas d'où ils viennent, eux-mêmes ne le savent pas, et c'est Régulus qui nous donne la réponse. Les Illyriens sont une première tentative d'ange des Astéries. Et donc pour moi, c'est une certitude, du coup, que si Richard vient, il va prendre une partie des Illyriens, et dans ce cas-là, Cassian. Nesta viendra, pour moi, c'est une certitude. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite par le chaudron, qu'on découvre que... Alors, je ne sais plus s'il le dit clairement, Régulus, que le chaudron leur appartient. Mais même s'il ne le dit pas clairement, on peut le déduire. On peut le déduire parce que dans le tome 4, 5 du coup, sur Nesta, Amren nous explique bien que les troves, les trésors que Nesta cherche dans le tome 5, c'est des créations qui ont été faites par le chaudron. Et dans le tome 2 de Crescent City, Régulus nous explique bien qu'ils ont créé plusieurs artefacts magiques qui ont été volés par les Fae de cet autre monde. Et qu'est-ce qui a créé les artefacts? Le chaudron. Donc, dans ce cas-là, le chaudron leur appartenait certainement. Et puisque le chaudron appartenait et qu'on sait qu'ils sont les Dagans pratiquement pour sûr, et qu'on sait, parce que Richard l'a dit, que leur univers a été créé par le chaudron, les Dagans auraient alors peut-être créé Midgard, Prythian. C'est-à-dire que c'était peut-être une terre un peu vierge, comme on avait à Midgard, et ils ont peut-être fait une première tentative en créant les Fae grâce au chaudron, et en modelant l'univers comme ils le souhaitaient. Mais c'est assez clair que le chaudron devait appartenir aux Astéries aussi, parce que donc, les troves sont
aux astéries comme on le découvre, comme Régulus nous le fait comprendre, et aussi parce que si vous réfléchissez bien dans le tome 5 sur Nesta, à un moment donné, Nesta et Cassian vont dans la prison et ils vont libérer Lantis, je crois, qui va faire voir une vision à Nesta de la puissance que d'eux pourraient avoir s'ils étaient rois et reines de Prythian, si elle acceptait le pouvoir des trésors. Lui, il avait genre la couronne et la harpe, et elle porte le masque qu'elle avait déjà à ce moment-là. Et clairement, et Nesta le dit bien à Richand quand elle rentre et à tout le monde, elle a vu un 4e trésor, mais qui était flouté, d'une forme un peu de corps. Mais elle n'arrivait pas bien à définir la forme, mais voilà. Moi, j'ai tout de suite dit, est-ce que ce ne serait pas le corps de Luna? Et vous savez quoi? Je suis persuadée que c'est le corps de Luna, et beaucoup de monde est persuadé que c'est le corps de Luna. Et donc, le corps de Luna, comme on le sait, de base, Régulus nous l'a dit, c'est une création des astéries, d'autres artefacts, les 3 trésors. Forcément, ça veut dire que le chaudron leur appartient. Donc, je pense qu'ils voudront aussi récupérer leurs petits chaudrons et leurs artefacts. Et là, actuellement, celle qui est la maîtresse des artefacts en question, c'est Nesta. Nesta qui est surpuissante. Nesta qui, à la fin du tome 5, redonne sa puissance au chaudron, mais une main l'arrête, une main invisible qu'elle sait être la Mother. La mère en français. Elle et Cassian l'ont senti, c'est la Mother. Si la Mother a arrêté Nesta, de toute façon, c'est qu'il y a une raison. C'est que si elle n'a pas rendu tous les pouvoirs au chaudron, et de garder que des pouvoirs de faille classiques, c'est qu'elle va en avoir besoin. Soit pour le tome 5 ou le tome 6 ou 7 d'Akotar, soit pour Midgard avec Crescent City 3. Ça peut être pour les deux. Moi, je pense que c'est peut-être même pour les deux. Donc, je pense que, ouais, Richard prendrait Nesta. Du coup, pour les astéries, dans les combats, moi, je pense que la plupart des astéries vont être tués, à part un, comme je vous ai dit, qui ira peut-être en douce à Prythian libérer Koschei, parce qu'il aura découvert qu'un des siens est vivant. Mais je pense qu'on va avoir Régulus qui va mourir. Et je pense que ce sera une combinaison de Bryce et Hunt. Parce qu'on nous le dit clairement, Bryce et Hunt fonctionnent ensemble. Et je pense qu'ils ont le potentiel de tuer un astérie et qu'ils vont se garder Régulus. Pour ce qu'il a fait à Hunt à la fin du tome 2, on y reviendra. Et pour ce qu'il a fait à Danica, n'oublions pas ce que Bryce a fait à Niché quand elle a découvert ce qu'il a fait à Danica. Donc là, clairement, quand Régulus lui avoue que tout ce complot, c'est parce qu'il avait des doutes sur Danica, que c'est lui qui est à l'origine du coup du meurtre de Danica, en influençant Niché, c'est pas passé, voilà, Bryce, elle ne l'oubliera pas. Donc voilà, Régulus, ce sera Bryce et Hunt combinés ensemble. Ensuite, je pense que Nesta va tuer un astérie. Clairement, elle en a le potentiel. Richand, Keleana, Keleana, là, maintenant j'ai un peu du mal. Je peux pas vous en dire plus, mais ouais, Keleana ou Dorian. Et puis après, je ne sais pas. Qu'est-ce que, voilà, Richard, Bryce et Hunt, Nesta, Keleana ou Dorian, ou un peu des deux. Les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour cela, moi, je suis à peu près sûre que ces personnages-là vont avoir chacun. C'est pas pour rien que Richard est le plus puissant des grands seigneurs depuis des millénaires. Hein. Je suis sûre que c'est lié autant pour Crescent City que surtout pour Akotar. D'ailleurs, vis-à-vis de Richard, moi, je pense clairement, je ne suis pas la seule, si Amren nous a sous-entendu dans le tome sur Nesta que Richard devrait prendre position pour devenir le roi de Prythian et plus le grand seigneur de la cour de la nuit, c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, Feyre et Richard ne vont pas avoir le choix pour unir les peuples que de devenir roi et reine pour éviter une guerre ou pour vaincre dans une guerre. Est-ce que ça se fera dans Crescent City? Je pense pas quand même, parce que ça reste des sagas qu'on peut lire indépendamment, même si elles sont connectées. Et si ils nous font ça dans Crescent City, ben, les gens qui n'auront pas lu Crescent City parce qu'ils n'ont pas envie de lire ça, eh ben, ils seront perdus dans Akotar. Donc je pense que ce sera dans Akotar, mais oui, je pense que Richard va devenir grand roi, du coup, de Prythian. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire, la vidéo va être très longue, hein, je vous promets. Ben, toujours avec Ron et Richard. Déjà, de base, moi, dès le tome 1, j'ai dit, c'est pas possible. Richard et Ron, vous les mettez côte à côte, ils sont pratiquement identiques. Seulement, Ron, il a les cheveux longs avec une partie rasée, une mâchoire un petit peu différente et puis un regard pas tout à fait le même que Richard. Mais à ces détails près, ils sont... Ah, puis les piercings, tatouage et piercing. Mais à ces détails près, j'ai toujours dit qu'ils étaient identiques. Et comme par hasard, quand Bryce arrive et que Richard rentre dans la pièce, la première chose qu'elle dit, c'est « Ron ?» Genre... Ron, t'as les cheveux courts, t'as plus tes tatouages, mais voilà, et t'as Richard qui est là, genre,
J'ai dit ça à Ron. Il ne dit pas à voix haute, mais on sent clairement qu'il est là. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Je m'appelle pas Ron, moi je m'appelle Richard. En plus, ils ont un prénom qui commence par R. Ils ont une similitude un petit peu dans ses pouvoirs un peu d'ombre. Hein. On sait que Richard peut s'entourer d'ombre. Ron maîtrise les ombres. Alors, les ombres, ce serait plus le domaine d'Azriel. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent aussi qu'Azriel est connecté à Ron, d'une certaine façon. Ou alors qu'ils viennent de la même cour, celle qui n'existe plus. Mais par contre, c'est une certitude que Ron possède le don de lire les pensées, de communiquer par la pensée. Lui, il appelle ça comme ça. Dans l'univers de Pritchard, on appelle ça le Diamond Key. Diamond Key. J'ai toujours du mal avec les noms un peu farfelus. Mais bref, celui qui maîtrise ce don, c'est Richard. Et par extension, Feyre, depuis qu'il lui a donné une partie de lui-même pour ressusciter. Donc, clairement, il y a trop d'indices. Ron et Rich sont de la même famille, c'est une certitude. 15 000 ans les séparent, donc ce sont certainement, le plus plausible, c'est que c'est des cousins. Mais c'est une certitude, ils ont du sang similaire. Maintenant, il y a plusieurs théories qui circulent. Alors, il y en a une, je ne vois pas d'où elle sort. Enfin, j'ai du mal parce que Sarah J. Maas nous a bien dit certaines choses. Il y en a qui pensent que Ron est en fait bébé Nyx dans le futur. Donc, ce ne serait pas juste une traversée de monde, un peu à la Stargate SG1, j'ai envie de dire, grâce au corps, mais ce serait en plus de remonter dans le temps. D'où le fait qu'il y ait une ressemblance. Et là, j'ai envie de vous dire à ces gens qui ont cette théorie, qu'est-ce que Nyx aura été foutre à Crescent City? Elle a remonté dans le temps. Pourquoi? Comment? Ça n'a pas de logique, en fait. Et surtout, Sarah J. Maas a bien dit dans son interview, la fin de Crescent City, tome 2, se passe 6 à 9 mois maximum après la fin du tome 5 sur Nesta, et donc la naissance de bébé Nyx. Elle a bien dit qu'on verrait bébé Nyx dans le tome 3 de Crescent City, et qu'il aurait donc 6 à 9 mois. Donc, je ne vois pas comment il y aurait eu un retour dans le temps, en plus d'aller d'un monde à l'autre. Ça deviendrait un peu compliqué, là. Clairement, pour moi, cette théorie, alors peut-être que je me trompe, hein, mais tel que Sarah J. Maas nous l'a décrit là, pour moi, c'est pas ça. D'autant plus qu'on sait, enfin moi je suis persuadée, si on fait les calculs vis-à-vis de ce que Sarah J. Maas nous dit, quand Nyx naît, eh bien, c'est 6 à 9 mois avant. La fin de Crescent City 3, c'est donc 6 à 9 mois après la naissance de Nyx. On sait que Bryce et Hun, ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble et qu'il y a eu les événements du tome 1. Le tome 2, je pense qu'il se passe sur un mois, donc ça fait 4 mois. Je pense que le tome 1 se passe aussi sur un bon mois, un mois et demi en tout cas. Bref, le fait est que quand Nesta a eu cette vision de Lantis, qu'elle a vu un 4e trésor flouté qui s'avère être le corps, comme nous a confirmé Régulus, elle le voit flouter. Est-ce que c'est parce qu'elle est dans un autre monde ou est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, Bryce avait l'amulette de protection contre toute créature magique qui fait qu'on ne pouvait pas situer le corps? Et de ce fait, comme Nesta est créée par le chaudron tout comme le corps, elle l'a perçu, mais pas clairement parce que Bryce avait sa protection. Ça colle un petit peu au niveau des dates vis-à-vis de ce que Sarah J. Maas nous a dit. Mais pour revenir donc à Nyx, moi je pense qu'il n'est pas Ron dans le futur, le passé, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, que Ron est riche est un lien de famille, oui. Il y a une autre théorie qui circule, j'aime bien cette théorie, mais comme j'ai relu ACOTAR récemment, elle me paraît un peu tordue, ce serait qu'en fait Ron serait le neveu de Riche. C'est-à-dire que Ron, sa mère, serait en fait la sœur de Richand, qui aurait été mutée à Midgard par un de ces passages, comme il y a du coup du monde des enfers, là, dans le coin, là où les démons apparaissent déjà à Pritchard, à Crescent City. Qui aurait fait ça? Surtout, à un moment donné, dans le tome, je ne sais plus si c'est dans le 4, celui sur les fêtes de Noël, mais c'est un chapitre du point de vue de Riche. Il dit bien qu'il l'a vu, la tête de sa sœur décapitée. Le père de Tamlin le lui a ramené. Je ne sais pas s'il a ramené les 2 têtes, sa mère et sa sœur, ou si c'est juste sa sœur. Alors, il ne les a peut-être pas regardées pendant 10 minutes, hein. C'est des têtes décapitées, c'était sa mère et sa sœur. Mais je pense quand même qu'il n'est pas bête, à moins qu'il y ait eu un sortilège dessus. Mais quel aurait été l'intérêt de faire partir la sœur de Richand, ou même la mère, à Midgard? Après, ça pourrait être une théorie plausible qui pourrait aller avec ce que je pense vis-à-vis du grand seigneur de la cour de l'automne.
Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que les deux cours de l'automne portent le même nom et que les deux grands seigneurs sont roux, bruns, voilà, hein, très roux, très bruns. Et c'est surtout deux gros connards. Excusez-moi, il n'y a pas pire que Beorn qui fait assassiner la chérie de Lucien. Hein, et il n'y a pas pire que le père de Bryce qui est un gros con lui aussi. Et comme par hasard, moi j'ai envie de vous dire que le père de Ron et Bryce, on le sait, s'intéresse à l'astronomie et aux planètes. Dans le tome 2, il demande carrément à Ron de lui donner un petit peu de sa magie céleste pour faire fonctionner son espèce de planétarium machin là. Même Ron ne sait pas pourquoi son père est autant passionné par les autres planètes et les consorts. Eh bien moi je me demande si, en effet, si les deux grands seigneurs ne sont pas une seule et même personne. Beorn, père de Bryce, deux gros connards, la même personne, et qu'ils se téléportent d'un monde à l'autre par un passage qu'il aurait créé lui ou trouvé lui. Ou alors ils sont frères ou cousins, puis ils communiquent entre eux grâce à un passage de toute façon. Mais je suis sûre qu'il y a un truc avec les cours de l'automne, pas par hasard, c'est deux caractères trop similaires, ils se ressemblent énormément physiquement, la couleur de cheveux. Moi je ne serais pas étonnée que tout d'un coup, dans le tome 3 de Crescent City, quand tout le monde aura raconté son histoire, quand ils auront compris que les Astéris, c'est les Dagans, que les Astéris veulent revenir dans leur monde, Richard va certainement vouloir avertir tous les grands seigneurs qu'il va y avoir un conseil, et je serais tout d'un coup pas étonnée que Beorn arrive en dernier, et qu'à ce moment-là, Bryce, elle a encore rien dit, puis que là, tout d'un coup, elle découvre Beorn, qui est son père, tout d'un coup, puis lui découvre sa fille, puis genre, nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Et puis pareil, dans l'autre sens. Et je verrais tellement Bryce en vieux faé aller vers Eris puis dire « Salut, je suis ta demi-sœur, je viens d'un autre monde. Hein. » Le pauvre Eris, il serait là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, j'avoue que je trouve un petit peu... Voilà, je trouve que ça m'apporterait quelque chose d'assez waouh. Et dans ce cas-là, oui, le seigneur de la cour de l'automne aurait pris la sœur de Riche comme épouse, ou sa mère. Mais je vois pas, en fait, l'intérêt qu'il aurait eu de faire ça. Pour moi, je pense que le plus probable quand même, c'est juste que c'est des arrière-cousins, tout simplement, sur X générations, mais des arrière-cousins. Après, concernant Ron, c'est vrai qu'on a cette prophétie de l'oracle dans le tome 1 qui laisse présager, comment c'est tourné déjà? Que sa lignée mourra avec lui ou la cour mourra avec lui, je ne sais plus. Il sera le dernier de sa lignée. Bref, lui, il prend ça sur le fait qu'il va soit mourir, soit être stérile. Moi, je préférerais qu'il soit stérile, je n'ai pas envie que Ron meure. Mais c'est vrai que j'ai pensé à une autre théorie que j'ai partagée à Amélie. On sait qu'une cour a disparu à Prythian. On sait que tout le monde se rencontre à la fin du tome 2. Voilà, Richard, Bryce et compagnie. Et moi, je me demande si après la guerre, si Ron survit, tout comme Lydia. Je me demande s'il ne va pas simplement dire à Bryce, c'est toi, et il l'a déjà dit de toute façon à la fin du tome 2, c'est toi qui devrais être la reine de notre peuple. Parce que tu as plus de pouvoir divin que moi, d'étoiles là, donc c'est à elle d'être. Et c'est pour ça, et lui, je ne sais pas pourquoi, je le verrais bien repartir en fait à Prythian avec Lydia pour être en paix après tout ce qu'ils auront vécu. Et peut-être bien que du coup, les grands faés de Prythian et surtout Richard leur redonneraient la cour disparue. Parce que moi, je reste persuadée que la cour disparue, c'est une partie des faés de Crescent City, de Midgard, et donc de Bryce, Ron et tout ça. C'est une théorie que j'ai. Ça, c'est personnel. Moi, je pense à ça. Oui, je fais tout pour éviter que Ron ne meure. Je n'ai pas envie que Ron meure. Ensuite, un autre personnage qui est très intriguant, deux personnages, avec Amélie, dès la première lecture de Crescent City, on s'est dit, Fury nous fait étrangement penser physiquement et dans le comportement à Amren. Et on est loin d'être les seuls. Et d'ailleurs, quand Amren apparaît dans la salle, pendant une seconde, on sent que Bryce, elle le dit, cette femme ressemble un petit peu à Fury, dans sa manière d'être un peu hautaine, d'être forte, d'être mystérieuse, noiraude, avec des yeux qui lancent des éclairs, si on veut. Enfin voilà, elles ont des attitudes très similaires, un physique similaire, moins que Ron. Hein. Elle n'a pas appelé Amren Fury, mais on sait qu'Amren vient d'un autre monde, elle ne vient pas de Prythian. On ne sait pas qui l'a créée. Il y a des gens qui pensent que c'est les Astéris qui ont créé Amren. Il y en a d'autres qui pensent que c'est d'autres peuples. Mais en tout cas, avec Amélie et d'autres personnes, d'autres théories circulent. Il y a beaucoup de monde qui pense que Fury est de la même espèce qu'Amren et vient du coup du même monde. Alors vous allez me dire, oui, mais Amren, avant de devenir une faille à la fin du 3, quand elle se sacrifie, c'est une créature surpuissante. On ne sait pas exactement ce que c'est.
Sarah J. Maas a entre autres confirmé dans une interview, mais il y a des années de cela, qu'Amren est une sorte en fait d'ange de la mort, littéralement, hein, c'est une ange de la mort. Et c'est vrai que ça ressort comme ça dans le tome 3. Du coup, mais ça ressemble parce que Richand, Feyre, Cassian, personne ne sait exactement qui elle est. Tout le monde la craint, même Richand a une crainte un petit peu envers Amren. Et maintenant qu'elle est simple faille, même comme ça, elle dégage un respect de par ce qu'elle a été et de parce qu'elle continue d'être, même sans être une créature surpuissante. C'est la même chose avec Fury. Personne ne sait exactement ce qu'elle est, ni Hunt. Et il dit bien que même les archanges, même les astéries, craignent un petit peu Fury Axstar. Alors oui, vous allez me dire, mais Amren, elle buvait du sang. Fury, elle ne boit pas du sang. Amren a plus de 15 000 ans, comme on sait, puisqu'elle était là bien avant la prison et tout ça. Elle était en prison quand il y a eu la guerre avec les astéries, comme elle le dit bien. Oui, mais qui nous dit que Fury ne se cache pas? On sait que les créatures magiques, une fois qu'elles ont fait le saut, vivent 300, 400, 500 ans, déjà de base. Et qui nous dit que Fury ne joue pas un petit peu à la manière des Cullen? Qui nous dit que Fury ne se fait pas chaque 300-400 ans une nouvelle vie? Je retourne à l'école, je suis un être très puissant, et puis pendant quelques années après, je vais dire que je suis morte, et puis je disparais 100 ans, 200 ans, puis je reviens sous un autre nom, et puis comme ça on ne sait plus que c'est moi. Qui nous dit que c'est pas ça? Qui nous dit qu'elle ne cache pas ses identités en prenant des nouveaux noms, etc. Qui nous dit qu'elle ne boit pas du sang en douce, mais qu'elle peut aussi très bien, Amren le dit, elle peut manger de la nourriture humaine. Et c'est juste qu'elle ne trouve pas ça bon. Qui nous dit que Fury ne se force pas quand elle est avec Juniper, avec Bryce, et qu'en douce, elle ne boit pas du sang. C'est quand même une coïncidence énorme que Bryce, en voyant Fury, trouve que cette créature, Amren, pardon, du coup je les confonds, trouve quelque chose de Fury en elle. C'est pour ça que moi je pense aussi qu'Amren viendra à Crescent City, parce qu'en discutant peut-être avec Bryce, puisqu'elles parlent en plus toutes les deux le vieux faé, elle va peut-être découvrir une autre créature comme elle va se dire j'ai envie de la rencontrer. Voilà, ça c'est ma théorie sur Amren. Après, on a tout le côté Hunt aussi. Pour moi, c'est assez clair, pour Amélie aussi, je pense pour les gens aussi, que on nous sous-entend dans le tome 2. On sait que Hunt ne sait pas qui est son père, ça on le sait. Par contre, Aidas l'a connu, tout comme Jezida. Donc pour moi, je ne sais pas pourquoi, je sens tout ce qu'on nous dit dans le tome 2, c'est que Bryce voit une statue de Thor, ou Thur, je crois que c'est une inspiration de Thor, le dieu Asgard qu'on a nous sur notre terre, comme par hasard. Le royaume d'Asgard et tout ça, c'est Midgard. Dans la mythologie nordique, c'est par hasard. Quand Bryce voit cette peinture ou cette statue-là dans un musée où je ne sais plus où elle est avec sa mère et son beau-père, elle trouve qu'il ressemble à Hunt, et sa mère aussi. Et comme par hasard, ce Thur, comme notre Thor dans notre mythologie, brandit une arme, je ne sais pas si c'est pas un marteau justement qu'il brandit, qui fait de la foudre. Hunt fait comme par hasard de la foudre sans avoir besoin d'un marteau. Donc soit Thor est un ancêtre de Hunt, soit c'est son père. Est-ce qu'il est un allié des astéries? Est-ce qu'il est à la base contre les astéries? Est-ce qu'il est toujours vivant mais enfermé par les astéries? Ça pourrait être une possibilité. On sent aussi que Régulus cache des choses vis-à-vis de Hunt. Il a trop d'intérêt pour être tué. On le sent. Je ne sais plus ce qu'il dit à Bryce à un moment donné, mais il a un don pour traquer les démons et c'est pas par hasard. Je me demande s'il n'a pas été modifié ou créé d'une certaine façon par les astéries via le biais de sa mère, bien sûr, mais sans qu'elle le sache. Enfin, il y a du flou autour de Hunt. Et pour moi, soit Thor est un ancêtre, soit c'est son père. Ça me paraît évident de toute façon qu'il est connecté à Thor. Pour Amélie et moi, et pour avoir relu Crescent City 2 en français, à la fin, on sait que Baxian et Hunt sont refaits esclaves, mais c'est bien expliqué que ce n'est pas des marques d'esclavagisme sur son front et à son poignet comme à l'époque, il le ressent dans tout son squelette. J'ai l'impression que Régulus a fait un sort encore plus puissant, qui fait que tout son corps, à l'intérieur, dans ses os, il y a un sort d'esclavagisme. Et avec Amélie, on a cette même sensation. On a les pensées de Hunt qui pense à Bryce, qui souffre, mais qui pense à Bryce. Et tout d'un coup, il pense à plus rien. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est simplement parce qu'il a perdu connaissance. Mais il y a aussi pas mal de monde qui pense que Hunt a peut-être oublié. Régulus a peut-être réussi à en faire un esclave total en lui vidant le cerveau. Comme ça, il oublie son âme sœur, parce que clairement, ça a été assez évoqué
dans le tome 2, ils sont âmes sœurs. Leur odeur a changé à partir du moment où ils se sont accouplés. Ron l'a dit. Donc pour moi, ouais, je crois que Hunt a perdu la tête. Que Regulus lui a fait tout oublier. Mais je pense que tout n'est pas perdu pour Hunt. Je pense que Bryce va revenir à un moment donné à Midgard avec Richand, du coup. Richand, on se mélange. Bah, elle va venir avec Richand, Azriel, Amren et Nesta peut-être. Ils vont aller certainement libérer Ron en premier. Ils vont le trouver. Peut-être Lydia va les aider. Enfin, Lydia les aidera à sa manière. Ils vont après peut-être aller chercher Baxian, parce que c'est l'âme sœur de Danica. Et je pense que Bryce ne laissera pas Baxian aux mains des Astéries. Elle le doit à sa meilleure amie. Et que quand elle va aller chercher Hunt, ben genre, il va essayer de la tuer. Ou genre, t'es qui toi? Et puis, ben, là, ça va être un coup dur pour Bryce. Il va falloir qu'elle se remette du fait qu'on lui a... Voilà, que Regulus lui a fait un lavage de cerveau. Moi, je pense que c'est possible. Mais je pense qu'on récupérera Hunt. Et ça, c'est Amélie qui a pensé en premier. Et j'aime bien sa théorie. Nous disposons à Prythian d'un chaudron qui a su transformer Nesta et Hélène, qui sait créer des objets magiques. Donc, ça me paraît évident, je suis d'accord avec cette théorie, qu'à un moment donné, ils vont plonger Hunt dans le chaudron et qu'on va le récupérer. Peut-être juste avant la bataille finale. Ce qui va permettre à Hunt et Bryce de s'unir de la manière qu'Apollyon leur a dit. Il faut combiner vos pouvoirs. Encore une fois, il y a une raison. Si Apollyon leur demande d'apprendre à combiner leurs pouvoirs, c'est que je pense que c'est comme ça qu'ils arriveront à battre un Astérix, c'est grâce à leurs pouvoirs combinés. On le sent déjà, du peu qu'ils en ont travaillé, il y a un potentiel là-dessous. Et moi, je pense que c'est le potentiel de vaincre un Astérie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme théorie? On en a encore quelques-unes. Hein. Alors ça, c'est une théorie personnelle. Ça m'a fait tilt quand j'ai relu le tome de Crescent City en français. On a Bryce et Hunt qui vont voir l'infraroi, qui est le chef d'une des maisons, je ne sais plus laquelle, mais c'est celle des morts, entre autres. Et on sait qu'une de ses représentantes, parce qu'il ne se déplace pas lui-même dans les réunions des peuples, etc., une de ses représentantes est Jesiba Roga, l'ancienne patronne de Bryce, une sorcière surpuissante. Sauf que quand Bryce arrive avec Hunt, elle lui parle de Jesiba Roga, l'infraroi, il est là, c'est qui celle-là, je la connais pas. C'est grosso modo ça. Et Bryce est là, vous la connaissez pas, mais c'est elle qui vous représente dans les conseils, puisque vous vous déplacez pas. Et à ce moment-là, notre infraroi, il est là, ah oui, cette sorcière qui porte bien des noms. Et là, moi, je me suis dit, est-ce que c'est là par hasard? Cette sorcière qui porte bien des noms, je la connais pas sous ce nom-là. Bryce la connaît sous ce nom-là. C'est une sorcière surpuissante, on le sait. Elle a transformé des créatures magiques en poissons, en caméléons, enfin, hein. Et on sait qu'elle détient, comme par hasard, les restants de la bibliothèque. Je ne sais plus comment s'appelait cette bibliothèque sur Midgard, mais qui détient les vérités sur les Astéries et tout ça, sur l'envahissement qu'ils ont fait. On sait qu'elle y cache des Astéries, justement. Et on sait qu'elle aide toujours Bryce. Dans le tome 2, elle lui apporte beaucoup d'aide, alors que Bryce ne travaille plus pour elle, mais elle lui apporte beaucoup d'aide, hein, mine de rien. Elle lui apporte des pistes à creuser. On sait vis-à-vis du chapitre bonus dans le tome 1 qu'elle connaît Aidas, qu'elle a connu le père de Hunt. Elle porte bien des noms. C'est une sorcière surpuissante qui possède les restants d'une bibliothèque qui a existé il y a des millénaires et des millénaires. Bibliothèque très importante dans les 3 univers, comme on le sait. Et là, je dis à Amélie, ça c'est ma théorie, elle est un peu farfelue, mais je dis à Amélie, est-ce que tu crois pas que Jesiba pourrait être The Mother, la mère dans Akotar? Puisque depuis le tome 1, on nous parle du chaudron et de la mer, ils font des prières « Holy Cauldron, Holy Mother hein ». Le chaudron, il est réel, la Mother est forcément réelle, on le sait, d'autant plus que Nesta l'a senti, qui lui retient des pouvoirs dans le tome 5. Et comme par hasard, on a une sorcière surpuissante qui possède apparemment bien des noms et qui a une bibliothèque. Les restants d'une bibliothèque. Et ici, Jesiba était The Mother, mais qu'elle ne peut pas physiquement interréagir, parce qu'on sent qu'elle est contre les Astéries aussi. Hein. Si elle protège la bibliothèque avec les vérités sur les Astéries, c'est pas pour rien. Si elle aide Bryce dans ses enquêtes, c'est pas pour rien. Si elle parle avec Aidas, alors qu'on sait que les princes de l'enfer sont contre les Astéries, c'est pas pour rien. Est-ce que la Mother, Jesiba, n'aurait pas assez de pouvoir pour passer à Prythian?
Ou alors, Pritchard, elle a décidé de ne pas se montrer. Elle reste comme une déesse aveugle. Voilà, juste une présence comme Nesta a senti. Ça, c'est ma théorie. Pour moi, Jessica, c'est peut-être The Mother. On a aussi, ça c'est quelque chose que j'ai vu circuler sur Internet. J'ai vu pas mal circuler le fait que les bibliothèques ont toute une importance. Que ce soit dans Kéléana, on sait déjà qu'il y avait une bibliothèque à Terrassen qui a été complètement détruite par le roi d'Aldaran. On a découvert dans le tome 5, du coup, 4, que le roi d'Aldaran était possédé par un Vlag haut placé. Comme par hasard, il a fait détruire cette bibliothèque. Il y a une autre bibliothèque dans le royaume que vous découvrirez dans le tome 6, qui est sous la garde des... je ne sais pas comment on les traduit. Les guérisseuses d'un bâtiment spécial. Là, je ne vais pas trop vous en dire comme vous n'avez pas lu, mais il y a une bibliothèque très mystérieuse, très profonde aussi. Il y a une bibliothèque très profonde et mystérieuse que personne n'a été jusqu'au bout à Velaris. Et il y avait une bibliothèque qui a été détruite par les Astéries. Mais les livres les plus importants, enfin une partie d'entre eux, sont dans les mains de Jesiba. Y aurait-il pas un moyen que ces bibliothèques soient connectées les unes aux autres? Il y a cette théorie vraiment qui dirait que si on va tout au fond de chacune de ces bibliothèques, celles qui existent encore, donc celle sur le royaume des Alliés, le royaume Uvashaol, celle de Velaris qui elle existe encore, pourrait être connectée. Celle par contre de Midgard, elle a été détruite, donc ça me paraît un peu plus compliqué, mais il y a un truc avec les bibliothèques, ça me paraît évident. Sarah J. Maas a elle-même dit en interview qu'il faut qu'on creuse, mais alors là j'ai aucune idée, sur l'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches, elle le dit bien, qui est présente sur Kéléana, qui est présente dans l'univers d'Akotar. Nesta, à un moment donné, l'étoile à 5 branches en tatouage dans son dos. Après, il disparaît, je crois. Hein. C'était le pacte avec Cassian. Mais de toute façon, les étoiles sont importantes dans l'univers d'Akotar. Bryce a une étoile sur sa... Elle est à 5 branches sur sa poitrine. Et les Astéries ont aussi une étoile, je crois, à 5 branches comme emblème. En tout cas, Sarah J. Maas, ça, elle l'a dit. Elle l'a bien dit. Il faut creuser au niveau de l'étoile à 5 branches pour nos univers. Mais je ne sais pas quoi ou comment, ça reste vague. Ensuite, concernant Run, je pense qu'on arrive gentiment au bout. Concernant Run, Amélie a eu une idée un peu saugrenue suite à l'interview de Sarah J. Maas où elle a dit que ce pauvre Run, elle pensait faire quelque chose avec lui qu'elle n'a jamais fait dans ses univers, qu'elle va aller plus loin. Amélie s'est demandé s'il va être torturé. De toute façon, Régulus va certainement le torturer personnellement. Et Amélie se demandait si c'est par Hunt qui va le torturer, puisque pour nous, on part du principe qu'il va peut-être avoir oublié qui il est. Quoi de mieux que d'être torturé par un de tes amis qui ne se rappelle plus de toi, et que peut-être, du coup, Régulus va faire castrer par Hunt, ou alors un autre, hein, Run, ce qui fera aussi que la prophétie de l'oracle serait vraie. Le fait est que pour Run, moi je pense sincèrement que Lydia hein, est son âme sœur. Et que, je ne sais pas d'ailleurs si l'odeur de Run n'a pas changé après qu'ils aient couché en rêve. Mais en même temps, je me dis si l'odeur avait changé, l'autre zinzin du Crébobos là, qui violente Livia, il ne l'aurait pas senti, c'est son compagnon. Peut-être pas, parce qu'elle est sorcière hein, aussi, Livia. Hein. Donc elle peut le cacher, même si elle n'a pas des dons de sorcière actifs. Elle a peut-être réussi à le cacher. Mais je pense que Livia et Run sont âmes sœurs. Et je pense qu'en fait que Run va réussir à tenir le coup. Quand même, c'est un Ophaé, on sent qu'il en a dans les tripes. Je pense qu'il voilà, il va réussir à tenir quelque temps jusqu'à ce que Bryce, comme j'ai déjà dit, va venir le libérer avec Baxian et tout ça, aidé de Azriel et Rishon, ce sera réglé en quelques secondes. Mais je pense qu'il va tenir le coup en fait grâce à Livia. Je ne sais plus si j'en avais parlé avec Amélie, je crois. Mais on sait que Run a ce don de Daemanti, il peut parler par les esprits, et il a une connexion avec Livia. Si au début ils ont eu besoin des pierres, dès la deuxième fois ils n'ont plus eu besoin des pierres. Même s'il la détient sur lui à ce moment-là, il l'a pris avec lui quand ils sont allés dans le château des Astéries. Mais on sent clairement, quand ils sont capturés par l'autre zinzin du Crébobos qui est le compagnon de Livia et amené devant Régulus, on sent clairement que Livia essaye de lui parler. Parce qu'à ce moment-là, il a compris qu'elle était
agendais. Et c'est vrai qu'il ne vit pas très bien. Enfin, on sent qu'il est partagé. On sent que Ron est amoureux d'elle. On sent quelque part leur lien d'âme sœur. Mais on sent qu'il lui en veut parce qu'elle a tué des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de gens. Mais en même temps, c'est Agenais qui est pour la rébellion, qui est pour la mort des Astéries. Donc on sent qu'il est partagé et qu'il ne sait pas quoi penser. Et du coup, il la bloque parce qu'elle n'arrête pas de lui parler. Elle est là, Ron, s'il te plaît, parle-moi et tout. Et il la bloque. Et on sent que ça fait de la peine à Livia. Je pense que dès qu'il va commencer à être torturé, il va plus la bloquer. Et je pense que ça va l'aider à tenir, en fait. Parce qu'elle va le rejoindre mentalement, pas pendant les séances de torture, hein, pour pas qu'ils disent des bêtises, mais je pense que dans les périodes où il va essayer, où ils vont le laisser tranquille quelques heures, pour pas qu'il meure, genre en lui donnant un petit peu à boire, un peu de sommeil, je pense qu'elle va aller le retrouver dans ces moments-là, et que c'est elle qui va lui donner la force, en fait, de tenir en attendant de l'aide. Et je pense sincèrement que quand Bryce va se rameuter avec Richand, ils vont libérer donc Ron, Baxian et Hunt, et que Livia va à nouveau venir aider, comme elle a fait la première fois. Elle va peut-être à nouveau demander à Bryce de lui foutre un coup, peut-être même encore plus fort cette fois, pour la crédibilité du truc. Et moi, je pense qu'un Ron diminué va lui dire « Viens avec nous, t'as assez donné », mais que Livia va dire « Non, non, tant que ce ne sera pas fini, je resterai là jusqu'à la dernière bataille ». Moi, je pense que c'est seulement quand il y aura la dernière bataille que Livia montrera vraiment à tout le monde qu'elle est du côté du bien. Qu'en attendant, il y aura juste Ron, Baxian et Bryce qui le sauront. Voilà, je pense que Ron ne le vivra pas bien. Bryce sera peut-être partagé, mais... et que peut-être, voilà, Ron continue peut-être aussi à être partagé sur ses sentiments. Et je pense que c'est Richand qui va lui faire comprendre. Parce que Livia, c'est une Richand, si on réfléchit bien. Elle a fait du mal, beaucoup de mal, mais c'est une alliée. Elle est infiltrée dans les forces du mal, dans les hautes sphères, exactement comme Richand a été fait la putain d'Amarantia, mais qui, en douce, et ça, Feyre l'avait capté dès le premier tome, en douce, il essaye, quand il peut, d'arrondir les angles. Hein, quand ils sont sous la montagne, il doit torturer mentalement un faé ou un seigneur, je ne sais plus, pour Amarantia, pour avoir des informations, et après, Amarantia lui demande quelque chose, et en fait, Richand tue le faé en liquéfiant son cerveau. Grosso modo, c'est ça. Et Amarantia est fâchée. Elle est « Ah, t'as pas bien géré, je t'avais pas demandé ça. » Et même Feyre s'est dit « Est-il possible que même en étant mauvais, il essaye parfois de minimiser les choses ?» Et c'est ce qu'on découvre dans le tome 2, une fois qu'elle est morte et tout ça, une fois qu'ils ont fait cette alliance, c'est que Richand, en fait, ben, il a joué la putain d'Amarantia déjà pour protéger Velaris qui était caché, pour protéger Cass, Mort, Azriel, sa famille, et puis son peuple, surtout, se cacher à Velaris, qui est une très belle ville qui ne devait pas tomber entre les mains d'Amarantia, et dans une moindre mesure, pour essayer, quand il le pouvait, d'aider les grands seigneurs. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que dans cette histoire où il a fait griller le cerveau d'un faé ou d'un faé, l'autre faé qui était avec, interrogé, ou son supérieur, a bien compris que Richand a peut-être twisté pour éviter qu'Amarantia ait trop d'informations. En tout cas, voilà, Richand, c'est clair, c'était en fait quelqu'un de bien qui, pour le bien de tous, pour essayer de tamponner un peu tout ça, s'est fait passer pour le mal. Et c'est le cas de Livia, elle se fait passer pour le mal, pour infiltrer dans une autre sphère le mal, mais en fait elle est dans le bien. Donc je pense qu'à un moment donné, Richand va peut-être parler avec Ron, ou même avec Livia d'ailleurs, mais je pense plutôt avec Richand, avec Ron, et lui faire comprendre, voilà, moi aussi j'ai été à cette place. Moi aussi, pendant des 50 ans, tous les autres faés, les grands faés, me haïssaient, voilà, et j'ai encore du mal avec certains d'entre eux. Hein. Beorn, c'est comme ça, hein. Il y en a un ou deux, c'est comme ça, d'autres, ça va, hein. Comme Elion, Elion, lui, il a pardonné à Richand, ils sont potes, hein, mais voilà. Livia, c'est carrément pour moi une Richand de sa manière. Et pour moi, elle va rester infiltrée jusqu'au moment de la grande bataille. Par contre, bah, la grande bataille, elle sera là. Que je suis pas du tout avec vous. Et je pense qu'elle tuera d'ailleurs son fameux compagnon qui la viole allègrement et qu'elle déteste follement ça. Elle l'a dit à Richand, elle l'a dit à Ron qu'elle détestait quand il la violente, etc. Ah, je pense que j'ai fait gentiment le tour des plus grosses théories qu'on voit circuler sur Internet ou que j'ai pu avoir moi-même ou genre des amis comme Amélie ont eu des idées. N'hésitez pas à venir en commentaire partager vos théories ou ce que vous pensez de celles qui existent ou ce que j'ai pu proposer moi.
Si vous ne savez pas quoi mettre, bon, bah, vous laissez un petit smiley, ça fait toujours plaisir. À liker la vidéo, à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!